Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un âpre combat entre l'amour et la haine, entre l'homme et son destin, entre la société et la femme. Autant de duels, autant d'actes cruels. Bienvenue dans ce monde sans boussole. Les dieux ont quitté les lieux. Ils ne comprennent plus l'espace qu'ils ont créé, l'homme qu'ils ont fabriqué, l'homme violent, l'homme innocent et indulgent n'est plus. Si gisent nos dieux. C'est le rebond de Fally Dieng, invité de votre émission Belle Ligne. Si gisent nos dieux, comment et pourquoi l'invité nous le dira. Fally Dieng, bonsoir. Bonsoir Paparine. Et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, je vous remercie pour cette invitation. Je suis heureuse d'être là. C'est un plaisir. Plaisir de lire cet ouvrage. C'est un succulent ouvrage et même le qualificatif, c'est un euphémisme, mais on va rester un peu sur l'activité d'écriture. C'est important parce que tout se tisse dans l'écriture, les histoires, les rencontres, les secrets, tout se tisse à travers les mots. Mais une question pour commencer, une question courte mais pas simple, c'est quoi être écrivain? Courte mais pas simple, c'est vrai que vous commencez difficilement. C'est quoi être écrivain? Je pense que je ne saurais pas vraiment donner une réponse. Pourquoi? Je ne saurais pas donner une réponse générale en fait. Je pourrais donner une réponse seulement en partant de moi. C'est quoi être écrivain? Pour moi, j'écris parce que c'est la seule manière de m'exprimer qui m'est connue. Donc pour moi, ça se résume à ça, s'exprimer autrement. Pour s'exprimer, certains écrivent, d'autres peignent peut-être, certains dessinent. Moi, j'écris. C'est juste une façon de s'exprimer. C'est votre manière de communiquer. Effectivement. Ça, c'est une définition subjective qui est personnelle à vous. Exactement. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais partir de moi-même. Et vos personnages s'interrogent un peu sur le rôle du livre ou bien la mission de l'écrivain. Et Sally pose une question importante. Sally, c'est un de vos personnages principaux. Nous allons un peu entrer dans la trame de cet ouvrage-là. Je dis que c'est un ouvrage bien écrit, bien raconté, avec un style dépouillé et des histoires qui sont profondes. Mais Sally se pose une question. Elle est à Adio, son village traditionnel, son village natal. Mais les affres qui touchent Adio touchent également notre quotidien. On part de la fiction à la réalité, la liberté de croire qui n'est plus possible, le terrorisme qui est le mal du siècle, les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. À quoi sert un livre face à toutes ces misères? Alors, face à ces misères, je dirais que le livre est comme un miroir. Dans la mesure où il va leur renvoyer leurs actes et les conséquences de ces actes-là. Parce que Adio est un pays fictif, oui. Mais c'est tout ce qu'on voit à Adio, par exemple, on pourrait le voir au Sénégal, on pourrait le voir dans un autre pays. Ce sont des choses qui arrivent à Adio dans un pays fictif, mais qui arrivent aussi au Sénégal. En ce sens, le livre est un miroir, en ce sens, le livre est un outil également, parce qu'il permet de sensibiliser, il permet de montrer aux gens ceux qui font leurs exactions, il permet de montrer aux gens les conséquences de leurs actes et leur enseigne aussi il leur enseigne les conséquences et leur enseigne aussi qu'il y a d'autres manières de faire. Voilà. Donc, dans ce sens, le livre peut être ça. Le livre peut être aussi, comme je l'ai dit plus tôt, une simple façon de s'exprimer. Et là, on voit cette dualité dans le livre quand Sally demande à Alfred, pourquoi tu ne dis rien? C'est quand même ton pays et ici passent ces choses-là. Pourquoi tu ne t'exprimes pas dessus? Et il lui dit, qu'est-ce que je pourrais dire dans la mesure où je ne sais même pas, je ne comprends même pas. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Et il lui dit, parfois c'est pour cela que j'écris, d'accord, mais pourquoi je ne serais pas libre de chanter les oiselets qui gazouillent? Parce que c'est un peu l'accusation portée par Sally. Est-ce que tu es de ces écrivains qui veulent juste dépeindre la beauté? Il lui dit, pas forcément, mais pourquoi je ne serais pas libre de n'être que cela? Oui. Donc je pense que c'est cela l'écriture en fait. Deux choses, ça peut être soit, et bon, cette dualité, on l'a vu depuis longtemps, elle n'est pas nouvelle, on l'a vu depuis longtemps. Il y a des gens qui pensent que ça doit être pour enseigner quelque chose, ça doit être engagé, c'est le terme. Et d'autres qui pensent que c'est juste pour exprimer le beau, qu'il y a des gens qui sont là, qui ont des choses à exprimer, qui en ressentent le besoin et qui n'ont que ce moyen-là pour le faire. Et là, nous sommes dans le champ des missions de l'écrivain. Autrement dit, chaque écrivain écrit
excusez-moi de la répétition, en fonction de son contexte. C'est ça. C'est ça, je trouve. En fonction de son contexte. Par exemple, on est là pour le cas d'Adio. On y parle de terrorisme, on y parle de maisons religieuses, on y parle de certains thèmes qui ont quand même à un moment défrayé la chronique. À ce moment-là, ce sont ces choses-là qui m'ont inspiré, ce sont ces choses-là qui m'ont fait écrire. Je pourrais imaginer mon personnage qui est écrivain dans le livre, Alfred, en me disant que lui, en fait, il a un contexte différent et que lui, il écrit d'autres choses. Et forcément, ce sont juste ces choses-là qui l'auront inspiré. J'ai l'habitude de dire, en fait, que je n'ai pas de thème de prédilection, par exemple. Je n'ai pas de thème de prédilection. J'écris en fonction de ce qui me touche, en fonction de ce qui m'interpelle à un moment donné. Je pense que, bon, je ne veux pas être trop présomptueuse en disant ça, mais je pense que pour tout le monde, c'est à peu près la même chose. Mais Alfred a une part de lui-même à Adio. Autrement dit, Sally, c'est l'histoire cachée d'Alfred. En quelque sorte, oui, c'est l'histoire cachée d'Alfred, je ne voudrais pas en dire trop, c'est l'histoire cachée d'Alfred. Alfred a une grande part à Adio, au Sous-Vert plus précisément. Il y est originaire, ça on le dit dès le début, il y est originaire, il le sait, mais dans quelle mesure, qu'est-ce qui s'est passé exactement, ça, ce sont en fait les mystères qui entourent son passé et dont il ne connaît pas grand-chose. Ces choses-là qu'il va apprendre au fur et à mesure qu'il va passer du temps à Adio. Oui, il va se plonger dans son passé, il va faire un peu une fouille historique. Nous n'allons pas dévoiler tous les secrets de ce livre-là, mais tout se construit, et je l'ai dit dès le début de cette émission, autour du livre. C'est grâce à un festival de livres que Sally et Alfred se rencontrent. Et quel amour, j'ai envie de dire, de reprendre le titre de votre ouvrage qui vous a valu cette récompense-là, prix Aminatou Sow Fall, en ces moments-là. Oui, ça a été presque un coup de foudre. Oui. Bon, ça ne s'est pas passé la première fois comme la définition classique du coup de foudre, mais le sentiment a commencé quand même quand ils ont commencé à discuter de livres et tout. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient une passion commune, qu'il y avait quelque chose au-dessus de tout qui les liait. C'était leur amour pour le livre. Donc, en fait, tout s'est construit autour de cela. Vous l'avez dit tout à l'heure, sans le livre, il n'y aurait pas eu ce livre. En fait. C'est aussi simple. Sans ce livre, il n'y aurait pas eu. Sans le livre, il n'y aurait pas eu cette histoire, il n'y aurait pas eu cet amour, il n'y aurait pas eu cette rencontre même. Une rencontre spirituelle qui est ici autour des mots M-O-T-S, mais ce sont les mots M-A-U-X qui les séparent. Pourquoi? Ce sont les mots qui les séparent parce que ces mots-là découlent des secrets, en fait, des secrets qui ont précédé leur venue au monde. Donc, à un moment, quand ils seront révélés, la séparation va être inévitable. Je pense que la séparation va être inévitable. Mais en même temps, je me dis que ce sont maintenant les mots M-O-T-S qui vont peut-être constituer leur branche de salut. Branche de salut ou bien lieu d'exutoire pour révéler, dévoiler ce qui se passe dans leur environnement, mais ça renvoie un peu au thème du fatalisme. Ce sont deux personnes qui s'aiment mais qui sont condamnées par leur histoire. Vous croyez à ce fatalisme-là qui tue l'amour, même s'ils sont dans l'obligation de vivre le présent? Et il y a une belle phrase de Sally, dans un autre univers, tu serais mon sang, lui dit Sally, sachant un peu cette relation un peu imbriquée entre les deux. Pensez-vous au fatalisme ou bien vous êtes existentialiste? Je suis plutôt existentialiste, mais je pense parfois, en fait, disons que je suis assez nuancée à ce propos. Pas très nuancé quand même. Bon, je pense que je suis assez nuancée quand même à ce propos. Pourquoi? Je ne veux pas croire au fatalisme, mais cette histoire-là, par exemple, nous montre que parfois il est là, il existe et on n'y peut rien. C'est ce qui se passe. Malgré tous les efforts qu'ils auraient pu déployer, ça n'aurait jamais marché en fait. Ça n'aurait jamais pu marcher parce qu'il y avait quelque chose qui était là et qui empêchait leur amour. Donc oui,
Disons que est-ce qu'on peut être existentialiste et fataliste à certains moments? C'est un peu ça. On va essayer d'être à cheval entre l'existentialisme et le fatalisme. Exactement. Le voyage va les séparer, Alfred et Sally. Un voyage un peu qui est une sorte de rupture dans l'union entre les deux. Ils vont s'envoyer des lettres, des échanges épistolaires. Au début, c'est l'amour parfait, on chante l'amour, mais au milieu, ça devient grave. Et celle qui était cantatrice de l'amour devient à la fin cantatrice de la haine. Autrement dit, on écrit ou bien on développe ses idées par rapport au contexte social, c'est ça? Par rapport au contexte social, mais bon, là, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Je ne suis pas d'accord que cette distance-là les ait séparés. Au contraire, je pense que cette distance-là a permis quand même qu'ils se rapprochent un peu plus, qu'ils se connaissent un peu plus par le biais de ces lettres. Je ne pense pas que sans ces lettres-là, ils auraient pu atteindre une certaine intimité, un certain degré d'intimité. Je pense que ça, ce sont surtout les... Vous croyez que c'est la distance qui a réuni ces deux êtres-là? Oui, paradoxalement, oui. Et ça, Parfois, on dit loin du cœur, ou bien loin des yeux, loin du cœur. Loin du cœur, oui. Mais là, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés. La distance était là. N'empêche, ils étaient encore plus proches, je pense, que quand ils étaient ensemble à Paris. Pourquoi? Parce que là, ils se sont exprimés sans phare. Ils se sont échangés des lettres et c'était de longues lettres où chacun parlait avec une certaine liberté. Je pense que ça a permis un certain rapprochement entre eux. Je pense que s'il y a eu un certain degré d'intimité, c'était surtout d'intimité spirituelle, c'était surtout grâce à cet échange de lettres-là. Et oui, au début, Sally est dans son délire amoureux. Oui. Elle est totalement, oui, elle est totalement prise dans le truc et tout. Mais à un moment, les circonstances changent. Les circonstances changent et à cause de ça... Le vocabulaire change, tout change en fait. Plus de violence que d'amour. Exactement, tout change. C'est comme si à un moment, elle avait mis en arrière-plan ses sentiments et tout pour juste compter à Alfred ce qui se passait actuellement. Et on comprend que ce qui se passait à ce moment-là puisse habiter son esprit, habiter son cœur et l'empêcher de penser à autre chose. Et donc, le ton des lettres change. On ne va plus parler d'amour et d'amour à l'autre rose, on ne va plus parler de ça, on ne va plus parler d'histoire d'amour, on ne va plus parler de ses sentiments, on va plus parler de ses sentiments envers Alfred plutôt, mais de ses sentiments envers ses congénères, de ses sentiments envers ces gens-là qui font des choses qui la rebutent et qu'elle ne comprend pas. Oui. Et ce qui plaît un peu dans ce roman, c'est le ton polyphonique. Plusieurs styles se bousculent, mais ne s'entrechoquent pas. On a un peu l'entrée des personnages qui est comme l'entrée dans une pièce de théâtre. Mais vous avez lâché un mot qui est important dans l'écriture, intimité. L'écriture est parfois intime. Pourquoi vous avez osé? Pourquoi j'ai osé? Parce que ça fait partie de la littérature. C'est aussi simple que ça. La littérature, c'est d'abord la description. Oui. La plus intime possible. Pas la plus intime possible, mais la plus vraie possible. Maintenant, oui. Si elle doit être intime aussi, oui, allons-y, pourquoi pas? Pourquoi on devrait s'arrêter à certaines choses? Pourquoi on devrait se poser des limites? L'écriture est un espace de liberté. Oui. Quand on écrit, on est totalement... Je pense qu'on doit être totalement libre. Si, Parce que vous bousculez les limites de l'intimité. Bon, je n'ai pas vraiment bousculé les limites. Je ne vais pas donner tous les détails. Non, je n'ai pas vraiment bousculé les limites. Non, je dis tout à l'heure, tout de suite, c'est que l'acte de liberté-là que vous revendiquez, c'est un acte noble, dans la mesure où un texte romanesque n'est pas un texte religieux. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Et à cause de ça, on doit assumer toutes les conséquences. Si on écrit une histoire d'amour, oui, il y a une histoire d'amour, il y a des actes qui sont dedans. S'il faut en parler, on en parle. Je ne vois pas d'intérêt de les occulter. Pourquoi? Au nom de quoi? Je ne comprends pas, donc je fais en fait un peu ce qui me chante à ce Est-ce que vous avez senti la charge sociale, les pesanteurs sociales quand vous accouchez ces mots-là sur une feuille blanche? Oui, je l'ai senti. En tant que femme, vous l'avez senti? Il y avait un peu une sorte d'autocensure sociale qui était proche de vous quand vous écrivez ces papiers-là, cette partie-là?
En fait, une partie magnifique d'ailleurs, que j'invite les lecteurs à beaucoup lire, une partie magnifique, magnifique avec une description qui bouscule un peu les codes. C'est pourquoi je parle de ça. Oui. En fait, je sentais la réprobation future, je la sentais un peu. Vous aviez peur? J'avais un peu peur, oui. Mais peur de quoi? Peur qu'on se demande pourquoi. Peur d'avoir trop osé, en fait. En tant que femme, en tant que Sénégalaise, pourquoi faire ça quand on sait que certaines plutôt ont quand même essayé de maquiller certaines choses? Pourquoi les dire de façon aussi brute? Mais en fait, s'il y a une chose que je ne supporte pas en tant qu'artiste, en fait, c'est l'autocensure. Oui. C'est vraiment l'autocensure. D'autres peuvent penser que je n'ai pas à faire une chose, mais dès l'instant où moi, je pense que je dois la faire, voilà, il faut que j'y aille. C'est aussi simple. L'artiste se définit d'abord par la liberté. Oui. La liberté de penser, la liberté de ton, la liberté de style, la liberté de description. Parlons un peu d'un thème importantissime dans cet ouvrage, c'est le terrorisme qui est le mal du siècle. La terreur, la violence, les deux amoureux discutent ou bien se disputent sur des thèmes, la violence, l'origine de la violence. Alfred est un peu rousseauiste, Sally est un peu obésienne. Vous, votre position, c'est quoi? Je pense que c'est plutôt la position de Sally à la fin. Parce qu'au début, elle était sans nuance. Et ça peut se comprendre. Elle était dedans, contrairement à Alfred. Et Alfred, à un moment, il le dit. Il dit que c'est vrai que là, maintenant, je suis proche. Qu'avant, en fait, il comprenait la douleur de Sally, qu'il comprenait cette histoire et tout. Mais il voyait cette souffrance à travers les yeux de Sally. Oui. Mais que maintenant qu'il est en train de la vivre, il comprend mieux. Mais que ça ne fait pas pour autant qu'il change d'avis. Parce que Sally est formelle, l'homme est naturellement violent. Violent, oui. Pour Sally, l'homme est naturellement violent. Et pour Alfred, il y a quand même certaines précautions à prendre. Maintenant, à la fin, il parvient, je pense, à convaincre Sally que les choses ne sont pas aussi carrées qu'elle le pense. Et au bout du compte, elle se range à son avis que les gens, qu'il y a peut-être une certaine violence qui est là chez les gens, mais qui a quand même parfois une volonté d'aller plus loin que sa nature, une volonté de surplomber sa nature, et que c'est peut-être ça au fond qui définit les humains, cette volonté-là d'aller plus loin, cette volonté de faire taire les mauvais instincts et d'aller plus loin, d'aller vers d'autres choses plus nobles. Je pense que en fait, à la fin, elle en arrive à ce stade-là. Et comment comprendre la violence? La violence de ceux qui sèment les cimetières, pour reprendre un peu l'expression de Khalil, dans les écoles, dans les mosquées, devant des enfants. Et Sally écrit un peu l'histoire quand elle était institutrice, elle était un peu chargée de volontariat dans une école. Comment comprendre cette violence-là? En fait, je pense que tout notre mal est qu'on ne parvient pas à comprendre cette violence. Pourquoi? Parce que peut-être que si on y parvenait, on trouverait une solution. Je pense qu'on n'arrive pas vraiment à la comprendre. Tout ce qu'on peut faire, c'est élaborer des hypothèses. Pour Alfred, c'est juste la souffrance, en fait, c'est l'expression de la souffrance. Pour lui, c'est juste un cercle vicieux. On souffre et la violence devient la seule réaction possible. Pour Sally, c'est juste que c'est dans nos gènes. Pour elle, en fait, les hommes sont naturellement violents et que la société n'a rien à voir là-dedans. Donc, je rejoindrai plus la position d'Alfred, je pense. Je pense que les gens, en fait, je pense que la violence plutôt n'est qu'en fait l'exutoire de la souffrance. Autrement dit, la violence engendre la violence. La souffrance engendre la violence. La souffrance engendre la violence. Oui. C'est ce que je pense profondément. Et pour trouver des solutions à la violence, il faudrait trouver des solutions à la souffrance. Pas toute souffrance, en fait, toute souffrance n'engendre pas forcément de la violence, mais il y a certaines souffrances, disons, comment dire encore, des souffrances intimes, pas intimes, sociales.
intime, sociale, en fait, tout ça à la fois, des souffrances, quand on se retrouve en fait sans autre moyen de s'exprimer, sans autre, ce n'est pas une façon de légitimer, loin de là, je ne me permettrai jamais, ce n'est pas une façon de légitimer, c'est une façon en fait de réfléchir. Je me dis qu'il doit forcément y avoir une explication à cela. Pourquoi? Sinon en fait, on se dirait que les hommes sont tous fous et on s'arrêterait là et on ne chercherait pas d'explication. Je me dis que parfois c'est la souffrance, c'est ou la folie, ou la souffrance, les deux. Parce que si vous prenez le personnage de Kana, si on veut comprendre son comportement actuel, il faut savoir la souffrance qu'elle a vécue avec sa mère, dans l'enceinte familiale, par exemple. Oui, en fait, c'est là un peu l'intérêt de creuser certains personnages, parce que sinon on ne peut pas comprendre. Pour comprendre Kana, il faut comprendre qu'elle a eu un certain passé très chargé, avec son père qui n'a jamais vraiment voulu d'elle parce qu'il voulait un garçon, avec sa mère en fait qui était son seul socle et qui est décédée à un moment, et son oncle aussi qui est parti à un âge plus petit. Donc, en fait, il faut comprendre maintenant tout ce passé-là pour comprendre après les actes futurs de Kana. Mais en fait, ce n'est pas seulement le passé de Kana qui justifie ses actes, c'est aussi son présent. C'est aussi son présent. C'est un présent qui étouffe. Qui étouffe. C'est une famille, c'est une belle famille qui est là et qui ne la comprend pas, qui ne l'a jamais acceptée. C'est toute la problématique de la famille recomposée que vous posez, par exemple. Oui, parfois, parce que en fait, si on parle seulement de famille recomposée, il y a son oncle avec qui elle formait une certaine famille et qui marchait, qui a une certaine dynamique. Mais c'est surtout la belle famille là. Le problème, c'est la belle famille. Le problème, c'est que ce n'est pas une simple belle famille, c'est une famille religieuse. Donc, avec tous ces dictats, tout ce qui ne marche pas, tout ce qu'elle voit, tout ce qui lui semble hypocrite et qu'elle ne comprend pas et qu'elle décrit, tout en étant forcée de les vivre aussi, de les subir, son mari, un mari, une coépouse, la stérilité, tout ça. Pensez-vous que la religion est une sorte de muselière sociale et mentale qui fait obstacle aux femmes qui veulent parler ou qui veulent dénoncer certains actes, comme par exemple le mariage forcé? Quand elles le veulent ou quand elles l'acceptent, oui. Quand elles l'acceptent, parce que parfois, elles n'ont pas le choix. Parfois, elles n'ont pas le choix, c'est vrai. Et ça, si on prend l'exemple de Hajara, par exemple, si on prend l'exemple même de Kana, par exemple. Pour Kana, je suis d'accord. Par contre, pour Hajara, je ne suis pas d'accord parce que vous voyez bien qu'à la fin, elle a trouvé son échappatoire. Hajara, c'était juste comme quelqu'un qui est là, qui attend son moment, en fait. Elle a juste attendu son moment, elle a subi et les gens pensaient qu'elle subissait comme ça sans rien faire, alors qu'elle attendait juste son moment, alors qu'elle savait en fait où elle en était exactement et qui attendait peut-être une revanche, qui sait. Pour Kana, c'est différent. Elle n'avait pas le choix. Et en ce sens, oui, la religion peut être une muselière pour une femme. Sociale, mentale, sociale plutôt. Dans son cas, ce n'était pas mental du tout. Parce qu'elle était Kana, en fait, je pense que c'est elle qui s'exprime vraiment le plus honnêtement possible. Donc, oui, pour Kana, on peut comprendre. Elle n'a plus personne. Elle n'a que son mari, en fait. Elle n'a que son mari avec tout ce que ça signifie. Quand le mari est comme il est dans ce livre, on peut comprendre ça. Si disent nos dieux, où sont-ils enterrés? Ils sont enterrés dans les cœurs de tous mes personnages. Ils sont enterrés dans leur mémoire aussi, mais surtout dans leur cœur. Dans le cœur de Sally, à la fin, quand elle se rend compte de la vérité, dans le cœur d'Alfred qui comprend que tout ce qu'il avait cru, plutôt Sally en fait, qui comprend que tout ce qu'elle avait cru vrai était faux depuis le début, dans le cœur d'Alfred qui voit tous ses espoirs s'effondrer comme un château de cartes, et dans le cœur de Kana un peu, qui avait quand même magnifique. Kana très spontané. Très spontané, oui. En fait, ce qui fait la force de Kana, c'est sa spontanéité. Oui. C'est elle, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'exprime le plus honnêtement dans le livre. Donc, les dieux gisent là-bas, en fait, dans leur cœur et dans leur mémoire. Et pensez-vous que l'amour pourra faire renaître ces dieux-là? C'est la solution au tout, une panacée? L'amour, je suis assez dubitative quand même. Parce qu'il y a des circonstances dans ce livre qui rendent certaines choses assez délicates. Non, je n'y crois pas trop.
Vous n'y croyez pas. Pas du Vous ne tout. croyez pas à l'amour. Si je crois en l'amour, mais pas dans ce cas-ci. Je crois en l'amour. Autrement dit, l'amour n'est pas un remède. Non, l'amour ne peut pas être un remède pour tout. Donc c'est une souffrance. L'amour peut être un, non, attendez, l'amour n'est pas forcément une souffrance. Donc l'amour n'est pas un remède, l'amour n'est pas une souffrance. L'amour peut être un remède, mais pas pour tout. Mais l'amour ne peut pas être une souffrance. En fait, ce qui Donc, fait souffrir... je pense que je vais répondre d'abord. Ce qui fait souffrir les gens, en fait, c'est tout ce qui gravite autour de l'amour. Ce sont les comportements, mais ce n'est pas vraiment l'amour. L'amour est là et c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui lie les gens. Autrement dit, l'amour n'existe pas. Il existe. Il existe quand même. Il n'est pas saisissant. Il existe, il est là. On peut le sentir, on peut le voir. On peut le vivre. On peut le vivre, on le vit. On le vit. On le vit, vous ne le vivez pas. Mais on en meurt. On en meurt, on peut en mourir. Donc c'est un remède poison. Je ne dirais pas un remède poison, disons que c'est selon les cas. Ce sont les cas. Oui. Et pour le cas d'Alfred et de Sally? Pour le cas d'Alfred et de Sally, c'est carrément un poison. Parce que s'ils ne s'étaient pas rencontrés, s'ils ne s'étaient pas aimés, si c'était juste rencontrés et ne s'étaient pas aimés, ça n'aurait pas été tout ça, ça n'aurait pas donné tout ça. Mais ils se sont aimés et dans leur cas, ça n'a pas marché. C'est pour ça que je disais que non, l'amour ne peut pas être un remède à tout. Dans ce cas-ci, non, l'amour ne va rien régler. L'amour ne pourra rien régler dans ce cas-ci. Là où dans un autre cas, où si les choses avaient été moins ce qu'elles sont dans ce livre, là où il aurait pu être efficace, il ne peut pas l'être ici. Mais l'amour du prochain peut combattre le terrorisme. L'amour du prochain peut être un remède, oui, dans ce livre, pour ce qui est du terrorisme, pour ce qui est des autres mots. L'amour peut être un remède, peut-être même le seul remède, parce que si on sait que c'est l'amour qui pousse à aller vers les gens, à essayer de les comprendre, à essayer de voir pourquoi ils souffrent et essayer de trouver des solutions. L'amour, oui. La connaissance, oui. C'est ça qui peuvent vraiment... Ce sont ces deux choses-là qui peuvent être les remèdes dans ce livre aux autres mots. Mais pour ce qui touche à Alfred et Sally, je ne vois absolument pas de solution. Pas de solution. Si Gisent, Nos dieux, un roman écrit par Fally Dieng, votre deuxième ouvrage? Oui, mon deuxième. En ces moments-là, c'était magnifique. Merci beaucoup. Il a beaucoup. même remporté le prix. Ce livre-là est plus magnifique, 380 pages. C'est pas beaucoup parce que les pages sont succulentes, ça se dévore. Lisez cet ouvrage-là, écrit par Fally Dieng, qui était l'invité de Belle-Ligne. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission Belle-Ligne, le rendez-vous du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.